Je vais vous parler de deux déclarations des droits de Condorcet écrites en 1789. Je commencerai par un aperçu historiographique rapide et le contexte de la rédaction de la déclaration. Et ensuite, j'examinerai les deux déclarations. Voilà. Donc en 1789, Condorcet est l'auteur de deux déclarations des droits, sans compter un projet contenu dans le cahier de doléances de la noblesse des bailliages de Mantes et de Melun. À l'exception de Yannick Bosc, qui le relève, ce fait est ignoré de presque tous les historiographes de Condorcet. La première déclaration anonyme a été publiée dans l'édition Arago-O'Connor des œuvres de Condorcet. La seconde, signée du marquis de Condorcet, a été signalée initialement par Léon Cahen pour l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est celle qui a été publiée dans les divers ouvrages consacrés à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Alors ces ouvrages, j'en ai relevé trois. Il y a celui d'Antoine de Bec, qui s'appelle avec Wolfgang Schmal et Michel Fauvel, l'an 1 des droits de l'homme. Il y a celui de Stéphane Riax, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et enfin, il y a celui de Christine Forêt, les déclarations des droits de l'homme de 1789. Voilà. Alors, en dehors de Léon Cahen, qui cite sa source, et aussi Keith Becker, on verra plus loin, il y a donc une incertitude sur la déclaration qui sert de base aux commentaires des historiographes de Condorcet. Mais pour moi, cela en dit long sur un certain parti pris qui est le là, que je ne développerai pas ici. Voilà. Donc, quand même à le souligner beaucoup de ces biographes, excepté les deux premiers, Condorcet est aussi un des premiers à avoir rédigé une déclaration des droits. Donc je soulignerai en particulier l'ouvrage de Franck Alengri, qui est un docteur en droit qui a écrit Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale, qui parle assez longuement de la déclaration des droits de 1789 de Condorcet, mais réserve l'essentiel de son analyse juridique au projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes, précédant le projet de la Constitution dite girondine. Et enfin, Keith Becker affirme que tout naturellement, Condorcet devait être l'auteur de l'un des premiers projets de déclaration des droits de l'homme qui ait vu le jour sous la Révolution, car pour Condorcet, comme pour Turgot, la logique des sciences morales rejoignait la conception physiocratique selon laquelle les droits de l'homme étaient le fondement logique de la science des sociétés. Et il renforce son propos en faisant référence à un ouvrage de Vincent Marcaggi. Donc Vincent Marcaggi a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les origines de la Déclaration des droits de l'homme ». Et l'objectif de Marcaggi était de démontrer que c'est à l'école physiocratique que revient principalement l'honneur d'avoir inspiré la Constituante, et à qui il reconnaissait le mérite d'avoir mis en lumière l'importance du droit naturel, ainsi que la nécessité de l'appliquer et de le faire connaître. Et donc, on verra en lien avec la présentation de la déclaration de Condorcet, en quoi, en fait, cette affirmation, enfin, à mon avis, est très erronée. Bien. Alors, le contexte de la déclaration. Il n'est pas aisé de dater précisément les deux écrits de Condorcet. Léon Cahen rapporte que dans les premiers mois de 1789, Condorcet s'occupe à instruire ses concitoyens de leurs droits, de leurs devoirs, et publie alors un important projet de déclaration des droits. En se fiant à Franck Alengri, Condorcet est à l'avant-garde du mouvement qui commence, et sous l'influence des idées américaines, il réclame une déclaration des droits, et cela dès l'ouverture de la période électorale. En attesterait le post-scriptum de l'essai sur les assemblées provinciales, qui est un écrit de Condorcet de la fin 88, qui est paru au début de 1789. On sait toujours par son post-scriptum que ce livre a été envoyé à l'impression avant la fixation de la date de convocation des États généraux. C'est-à-dire qu'il a été envoyé avant l'impression avant le 8 août 1788. Et le post-scriptum, lui, est postérieur, puisqu'il est écrit dedans. Ce fut pendant la période je m'embrouille. En fait, il est dit avant que des événements précipitent la convocation d'une Assemblée nationale. C'est en ça qu'on sait que le post-scriptum est postérieur au 8 août.
1788. Voilà. Alors Christine Forêt, dans son édition des déclarations des droits de l'homme, donne en premier lieu la déclaration des droits du marquis de Condorcet. Donc là, on est sûr que, en fait, elle s'intéresse à ce que j'appelle la deuxième déclaration. En précisant que la date de publication de cette déclaration n'est pas connue. Alors elle fournit une notice sur l'académicien. Et sur la base d'un ouvrage sur la question de la déclaration des droits qui nécessitait une réflexion approfondie, qu'elle date de fin juin ou début juillet 1789, à cause de quelques allusions à la réunion des trois ordres à l'Assemblée nationale, à la pratique du serment, Christine Forêt suppose que la déclaration des droits mentionnant l'existence d'un ouvrage plus étendu est peut-être un extrait de ce dernier. Et j'ai vérifié, ce n'est pas le cas. Donc sur cette même déclaration, celle qui est signée du marquis, Stéphane Rials la date de février 1789 et Antoine Debec la date d'août 89. Mais en fait, ils ne justifient pas leur datation. Donc le plus vraisemblable serait que Condorcet est l'auteur d'une déclaration des droits rédigée pendant la période électorale, avant le début des États généraux, et d'une autre qui leur est postérieure, peut-être contemporaine des débats sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont commencé vers le 10 juillet. Alors j'ai pris le parti de désigner la déclaration des droits traduite de l'anglais comme la première déclaration, et la déclaration des droits signée du marquis, j'ai pris le parti de la désigner comme la seconde déclaration. Mais en fait, cette dénomination est pas fiable, parce que si l'on tient compte du projet contenu dans le cahier de doléances de la noblesse de Mantes et de Melun, qui est écrit, lui, certainement avant la tenue des États généraux, et ben, ce texte est plus près de ce que j'appelle la seconde déclaration. Et quand on prend en considération l'ouvrage inachevé de Condorcet, que signale Christine Forêt, en fait, cet ouvrage, il est plus proche de ce que j'appelle la première déclaration. Donc je pose la question, doit-on en déduire que Condorcet aurait mené les deux projets en parallèle? Voilà, j'en suis resté là de mon interrogation. Bien, donc l'examen des deux déclarations. Alors pour examiner les deux déclarations, je parlerai des droits naturels selon Condorcet, de la justification d'une déclaration. Ensuite, je passerai en revue la première déclaration, puis la seconde déclaration. Alors, les droits naturels selon Condorcet. La première mention explicite des droits naturels par Condorcet se trouve dans sa Vie de Turgot, publiée en 1786, où il affirmait « Les hommes n'ont pu former d'associations régulières que pour la conservation de leurs droits naturels. Ces droits sont la sûreté de leur personne et de leur famille, la liberté et surtout la propriété. » Et justifier ce droit de propriété de l'homme comme le prix de son travail. En 1786, dans l'influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe, Condorcet proposait alors une première définition des droits de l'homme. Et c'est en 1789, dans la première de ses déclarations, que Condorcet proposait « Les droits naturels se réduisent à la sûreté de la personne, à la liberté de la personne, à la sûreté des biens, à la liberté des biens, à l'égalité naturelle. » Alors, en passant de l'influence de la Révolution d'Amérique à sa déclaration des droits, Condorcet a mis l'accent sur l'égalité naturelle, faisant passer le droit de contribuer à la confection de la loi comme une conséquence de celle-ci. Mais dans ce premier ouvrage, il considérait que ce droit, que des républicains zélés ont considéré comme le premier de tous, était quasi inopérant car il perd ses avantages les plus précieux si l'ignorance, si les préjugés écartent ceux qui doivent exercer du sentier étroit que la règle immuable de la justice leur a tracé. Alors Condorcet ne définissait pas ici quelle est la règle immuable de la justice, et il faut se référer à d'autres de ses écrits pour cerner cette notion chez lui. C'est pareil, je ne discuterai pas de la notion de la justice chez Condorcet dans cet exposé. Pour développer ces droits, Condorcet consacre 5 sections, une par droit, subdivisées chacune en 3 divisions semblables où il examine ceux qui portent atteinte aux droits concernés dans la section, les dangers qui menacent ce droit, et enfin les lois nécessaires au maintien de ce droit ou à son établissement. Des 15 divisions, il décline une multitude d'articles, 86 en tout, donc je ne vais pas vous faire le détail des sections. Presque la moitié de ces articles sont des injonctions négatives au pouvoir législatif. Une analyse lexicométrique rapide montre
articles enjoignant la puissance législative ne pourra établir, 5 articles enjoignant le corps législatif ne pourra, etc. 5 autres, la loi ne pourra, et plus indirectement, 5 articles enjoignent il ne pourra être. Et enfin 5 encore, aucun homme ne pourra être. Avec un article, nul homme ne pourra être. Enfin 5 articles enjoignent la puissance publique ne pourra, etc. Donc Condorcet voulait-il déjà s'adresser aux futurs députés des États généraux? Je pose la question, mais parce que en fait, je ne sais pas répondre à cette question, à qui s'adressait Condorcet dans cette déclaration des droits. Et personne n'a posé la question d'ailleurs. Bon, en tout cas, cette déclaration se présente comme un développement du programme que Condorcet exposait dans la deuxième de ses lettres d'un bourgeois de New Haven, pour la constitution d'un corps législatif unique. Il y proposait alors à des membres du corps législatif, élus par des assemblées de propriétaires disposant d'un droit de vote au prorata de la valeur de leur propriété, de fixer les limites du pouvoir législatif par une déclaration des droits de l'homme. Dans la seconde déclaration des droits, Condorcet réduit exactement aux mêmes 5 droits les droits naturels de l'homme, mais il ne subdivise plus alors chaque section correspondante en division, et décline avec beaucoup moins d'articles. Et on retrouve dans le projet de déclaration du cahier de doléances de Mantes et de Melun exactement les mêmes 5 droits de l'homme, enfin droits naturels. Donc la justification d'une déclaration, la justification essentielle d'une déclaration est celle-ci, telle qu'exprimée par Condorcet dans la première déclaration, que les hommes ne s'étant réunis que pour jouir de leurs droits, d'une manière plus sûre, plus tranquille et plus complète, la puissance publique est obligée envers les citoyens à faire des lois nécessaires pour leur assurer cette jouissance, ou, tel qu'exprimé dans la seconde, le but essentiel de la société est d'assurer à tous ceux qui la composent la jouissance entière et paisible des droits naturels qui dérivent de leur nature et de leurs rapports entre eux, et l'exposition de ces droits annonce à la fois les devoirs et les limites du pouvoir social qui n'a d'autorité légitime que pour les maintenir. En fait, j'ai trouvé la justification la première justification la justification dans la première déclaration des droits, elle commence telle qu'elle comme une justification donnée par Baudot dans La vie du peuple sur son premier besoin. Je vous cite le début du texte de Baudot. « Les hommes ne se sont mis en société que pour s'assurer réciproquement et par leur concours de leurs forces réunies la jouissance de leurs droits mutuels. Le premier de ces droits décernés par la nature est la liberté de faire usage de ses facultés et de toutes les choses dont on est propriétaire pour en retirer le plus grand avantage possible sans léser les droits d'autrui. La base de ce droit est dans la sensibilité même de l'homme qui le force à s'occuper de son avantage, à rechercher le plaisir et les jouissances, à fuir les privations et la douleur, de soutenir son existence, à satisfaire ses besoins par le moyen d'une multitude de productions, dont il ne peut faire usage qu'après les avoir acquises et qu'il ne peut acquérir que par le libre emploi de ses forces et de son travail. » Voilà, donc Condorcet en fait reprend la première phrase de Baudot, mais évite le développement que donne Baudot sur la base de ce droit. Et donc c'est assez frappant pour moi, c'est assez frappant de voir qu'il y a des tournures de phrases chez Condorcet qu'on trouve exactement comme chez les physiocrates. Donc voilà. C'est dans son ouvrage inachevé que Condorcet a donné la justification la plus complète d'une déclaration des droits. Alors une déclaration des droits est un acte par lequel les citoyens déclarent les droits dont ils doivent jouir dans la société, auquel la puissance publique ne peut légitimement porter atteinte et dont le maintien doit être le premier but de toutes les lois, de tous les actes qui émanent d'elles. Elle fixe les droits des citoyens, les limites et les devoirs de la puissance sociale. Ainsi, la justification de la déclaration est donc d'éclairer le pouvoir législatif sur les droits naturels qu'il faut garantir aux citoyens. C'est pourquoi, dans chacune des déclarations proposées par Condorcet, le premier article déclare que quiconque ne peut être condamné que pour une violation du droit d'autrui. Donc, je vais passer à la première déclaration. L'originalité de cette déclaration de Condorcet réside dans le fait que dans sa multitude d'articles, un grand nombre est l'expression nette et franche du programme physiocratique
tel qu'il avait été exposé dans les années 1760. Ce n'est pas tant le fait que Condorcet défend la propriété selon les physiocrates, ma cahier de doléances le font, que son insistance à reprendre l'argumentation physiocratique. Les sujets où l'influence de la physiocratie est indéniable sont ceux des thèmes de la physiocratie. La propriété et la liberté associée, la liberté du commerce, l'impôt et le droit de cité. Sur la propriété, là où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen expose un article, ce thème est abondamment couvert dans la première déclaration de Condorcet. Pas moins des 27 articles des sections 3 et 4 de cette déclaration y sont consacrés. Donc à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je rappelle ici, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Il correspond exactement à quelques nuances près 3 articles de la première déclaration de Condorcet. Condorcet reprend ici la conception politique du droit romain de la propriété qui dit que la propriété privée, publique, collective ou religieuse est de nature politique, soit qu'elle résulte d'une décision du pouvoir politique. Donc Condorcet, lui, affirme que c'est à la loi de décider de la répartition des 2 formes de propriété qu'il reconnaît, la propriété individuelle et la propriété publique. Dans ces articles, Condorcet ménage le plus qu'il peut l'intérêt des propriétaires et pousse dans le détail la forme contraignante de la privation de propriété. Au-delà de ces articles, Condorcet précise l'intention de sa défense de la propriété. Ciblant la propriété foncière libre de tout droit collectif, il commence par définir la propriété comme exclusivement privée. Alors je vous lis l'article de Condorcet à ce sujet. Il ne sera établi en faveur d'aucune personne, aucun droit duquel puisse résulter un dommage à la propriété d'autrui. Tel est le droit exclusif de la chasse, celui de glaner sans la permission du propriétaire, le droit de parcours, etc., etc. Et il précise que les droits d'usage pourront être tolérés par la loi qui autoriserait un dédommagement au propriétaire. Les articles concernant les atteintes portées directement à la liberté des propriétés réclament une liberté pleine et entière du commerce et son immunité contre toute politique qualifiée de prohibitive par les physiocrates. Tout d'abord est affirmée nettement la liberté de culture, la liberté de clore et la liberté de construire pour le propriétaire d'une terre. Ainsi, dans cet article, Condorcet permet de rendre impossible les droits collectifs des communautés villageoises, malgré la tolérance qu'il leur avait accordée dans l'article 2 de la division 1 de la précédente section, celui que je venais de vous citer. Condorcet poursuit avec la liberté de vendre, d'acheter, d'importer et d'exporter. Il affirme cette liberté sans restriction de lieu et de temps, sans contrôle par marquage ou visite, ni aucune formalité particulière. Il défend tout monopole de denrées et tout privilège exclusif de fabrication, et il étend cette interdiction aux conventions avec des puissances étrangères. Et enfin, il n'accepte d'exception aux articles 2 et 3, c'est-à-dire à la liberté toutes les libertés de vendre, acheter, etc. La ligne 3, c'est tous les contrôles dans le commerce. Il n'accepte d'exception à ces articles, même en temps de guerre, que si la sûreté publique est exposée. Alors, les articles concernant les atteintes directes à la liberté des personnes commencent par celui sur la liberté du travail, en soulignant qu'une gêne de ce droit serait aussi une gêne pour la liberté des autres citoyens qui voudraient les employer pour remplir cette fonction, pour exécuter ce travail. Alors un article sur la liberté d'action est complété parmi les lois nécessaires pour le maintien de la liberté par un article proposant d'établir une force publique pour empêcher la violence populaire de gêner la liberté des actions, justement, soit dans la religion, soit dans la vie civile. Alors j'interprète clairement cet article qui vise, dans la liberté des actions, à protéger la circulation des denrées et à réprimer les taxations populaires telles qu'elles avaient eu lieu pendant la guerre des farines, et qu'elles portent en germe une potentielle loi martiale telle que l'avait instituée Turgot à ce moment-là. Le premier article concernant les lois nécessaires pour maintenir la liberté des propriétés renforce sans aucune limite la liberté de la propriété exposée précédemment. Il autorise le corps législatif à détruire tous les usages contraires aux articles ci-dessus, sans que, sous quelque titre qu'ils soient établis, on puisse les regarder comme formant, en faveur de quelque personne que ce soit, un véritable droit.
Ainsi, d'une façon encore plus nette que dans l'article précédent, les droits d'usage sont irrémédiablement abolis par cet article. Par contre, relativement à la liberté des propriétés, il n'y a pas d'article concernant les dangers qui peuvent menacer la liberté des particuliers, sous ce prétexte. Du moment où la puissance législative n'a mis aucun obstacle à la liberté des propriétés, cette liberté se trouve confondue avec la propriété elle-même. Aussi, il ne doit y avoir lieu ici à aucun article particulier. Les dangers qui naîtraient d'une jurisprudence vicieuse tombent alors sur la sûreté et non sur la liberté des propriétés. Condorcet répète ici exactement ce qu'il avait affirmé dans un autre ouvrage, Les Observations sur le 29e livre de l'Esprit des lois, pour la liberté du commerce. Dans cet écrit, de tous les objets de la loi, dans tous les objets que la loi doit examiner, selon Condorcet, le commerce est exclu parce que le commerce doit être absolument libre et n'a besoin d'aucune autre loi que celle qui assure les propriétés. Tout comme dans les observations, Condorcet n'argumente pas cette affirmation. Mais celle-ci trouve sa justification quand on reprend le raisonnement de Lemercier de la Rivière au sujet du commerce. Considérant que le commerce est cette activité pratiquée par des agents, les commerçants, mettant en relation des premiers vendeurs, les propriétaires de denrées, avec des derniers acheteurs, les consommateurs, il déduit que l'intérêt du commerce est celui des propriétaires, et non pas celui des commerçants, puisque le commerce n'a de raison d'être, en définitive, que pour les propriétaires. Donc l'entière liberté réclamée par Lemercier de la Rivière, que Condorcet appelle l'absence de loi dans les observations, est en fait un commerce organisé par des lois qui défendent exclusivement l'intérêt des propriétaires. Et c'est bien ce que défend Condorcet dans sa déclaration des droits. Une fois acceptés tous ces articles qui sont autant de mots d'ordre physiocratiques, il m'est effectivement plus utile de légiférer davantage sur le sujet. Et lorsqu'on sait quelles difficultés Condorcet ajoute à toute velléité de réduire une liberté accordée par la Déclaration des droits dans une révision périodique, l'exercice de Condorcet se révèle être le verrouillage dans la Déclaration des droits de l'application de tout le programme des physiocrates. La Déclaration des droits telle qu'elle la conçoit Condorcet remplace avantageusement le despotisme légal, car elle semble moins brutale de prime abord. En plaçant ainsi le programme économique des physiocrates dans la Déclaration des droits, Condorcet met hors de portée des lois positives tout ce qui relève de la propriété. Cette déclaration des droits se révèle être une mise en œuvre des principes énoncés par Lemercier de la Rivière, quand celui-ci, en 1767, écrivait déjà dans l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques qu'on ne doit point entendre par cette expression faire des lois, le droit et le pouvoir d'imaginer, d'inventer et d'instituer des lois positives qui ne soient pas déjà faites, c'est-à-dire qui ne soient pas des conséquences nécessaires de celles qui constituent l'ordre naturel et essentiel de la société. Et il faisait part de sa méfiance vis-à-vis des lois positives, trop humaines et trop changeantes, contrairement aux lois naturelles d'origine divine et invariable. C'est pourquoi Condorcet a placé dans sa déclaration des droits les lois immuables de la propriété qui définissent l'ordre naturel et essentiel de Lemercier de la Rivière. Je passe maintenant à l'impôt. Donc Condorcet déclare que chaque citoyen doit contribuer à l'impôt et il ajoute « C'est proportionnellement à sa propriété qu'il doit », car il est aisé de prouver que c'est presque uniquement à la conservation de la propriété que les dépenses publiques sont consacrées, et de plus, que les propriétaires sont les seuls qui aient un produit net. Alors ensuite, il décline, les impôts onéreux doivent être proscrits, il ne doit y avoir qu'un impôt indirect proportionnel au produit net, à l'exclusion de tout impôt indirect. Donc ici, Condorcet reprend au mot l'affirmation de Mirabeau dans la théorie de l'impôt, il reprend des termes de Lemercier de la Rivière, que je vais passer pour abréger l'exposé. Condorcet insiste sur le refus des impôts indirects dans un autre article. Il ne veut aucun droit sur la vente ou l'achat, l'importation, l'exportation, l'entrée dans une ville ou le passage d'aucune denrée, ni mettre un impôt particulier sur une espèce de culture, avec une justification qui reprend tous les arguments des physiocrates. C'est pourquoi je voulais vous la lire intégralement. Ces impôts n'étant pas proportionnels au produit net, sont contraires à la sûreté des propriétés que la société doit maintenir. Mais ils le sont de plus à la liberté, non seulement parce qu'ils nécessitent des règlements contraires à l'article 2 ci-dessus, mais aussi parce qu'ils changent le prix naturel des différentes denrées comparées entre elles et le prix de la même denrée dans différents lieux. Donc ici, en fait, Condorcet reprend des argumentations de plusieurs physiocrates. C'est des énoncés qu'il a déjà exprimés dans la vie de Turgot.
Et quand Condorcet nous dit que, en fait, il a été démontré, ce sont les physiocrates, bien sûr, qui ont démontré la chose, et principalement, comme toujours, le Mercier de la Rivière. Voilà. Et sur le prix naturel, en fait, Baudot donne une définition du prix naturel que je vais vous citer aussi pour justifier de son origine physiocratique. Si je le trouve. Donc voilà. Le prix naturel, c'est celui que donne le commerce absolument libre et les transports, des voies de communication aisées, selon Baudot. C'est-à-dire deux chevaux de bataille des physiocrates. Bon, enfin, il y a deux articles étonnants dans cette déclaration au sujet des impôts. Il y a celui-ci. La puissance publique ne pourra établir aucun impôt qui oblige à statuer des peines contre ceux qui le frauderaient, parce que ces délits seraient alors créés arbitrairement par la puissance législative elle-même. Alors, faut-il comprendre que la loi ne pourra en aucun cas punir la fraude fiscale? Qu'est-ce qu'un impôt qui n'oblige pas à statuer des peines contre ceux qui le frauderaient? Ça, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Et enfin, un autre article qui dit « Il ne pourra être établi aucun impôt qui gêne la liberté personnelle des citoyens en les assujettissant, soit chez eux, soit dans leur voyage, à des visites fiscales. » Donc je n'ai pas réussi à cerner les intentions de Condorcet dans cet article, mais je le cite quand même parce qu'il me paraît étonnant. Donc je passe au droit de cité. Alors les articles concernant les atteintes au droit d'égalité portent principalement sur l'exercice de la souveraineté. Le premier article rappelant l'objet d'une déclaration des droits sur l'égalité des droits et interdit en conséquence la distinction de l'ordre de la noblesse. Un autre article rappelant un principe complémentaire, la participation égale à la formation des lois, établit un droit qu'on pourrait confondre avec le suffrage universel. Mais cet article est aussitôt tempéré par l'article suivant qui définit les règles d'exercice de ce droit, que je vais vous lire intégralement. Les conditions naturelles pour exercer les droits de cité ou jouir de cette capacité seront les 5 suivantes. D'être propriétaire, de n'être accusé ni convaincu d'aucun crime, de n'être point juridiquement déclaré ou atteint ou de démence ou de stupidité, d'avoir l'âge où la loi civile accorde le droit de gouverner soi-même ses propriétés, de n'être dans la dépendance d'aucun individu ni d'aucun corps. Donc Condorcet maintient ici la condition nécessaire d'être propriétaire pour avoir le droit de voter, mais il ne la fait plus dépendre de la valeur de la propriété. Dans cet article, il dit c'est un propriétaire, une voix, alors que dans les textes précédents de Condorcet, en fait, il continuait de maintenir la revendication de Dupont de Nemours qui consistait à accorder un vote proportionnel à la valeur de la propriété. Voilà. Alors, je mets ça sur le compte du règlement électoral des États généraux, parce que quand Condorcet écrit ce texte, le règlement électoral des États généraux est connu, et donc il n'est pas question de donner des voix proportionnelles à la valeur d'une quelconque propriété. Alors, l'article sur le droit de cité réservé exclusivement aux propriétaires prend toute sa force chez Condorcet quand on rapproche de l'article sur la liberté du domicile, dont l'étendue est très large, parce qu'il stipule « Tout citoyen sera libre de choisir son domicile, soit dans l'État, soit hors de l'État, sans être assujetti à aucune gêne et sans perdre aucun de ses droits. » Alors, que veut dire hors de l'État? Je me pose la question, est-ce que ça veut dire dans n'importe quel État du monde, dans les colonies? En tout cas, contrairement aux apparences, le droit de cité n'est pas tant accordé aux propriétaires qu'attaché au titre de propriété, puisque tout propriétaire absentéiste conserve entièrement son droit de cité dans cet énoncé. La seconde déclaration reprend toute l'argumentation physiocratique. Dans la seconde déclaration, toute l'argumentation physiocratique est absente, quoique Condorcet maintient la plupart des revendications physiocratiques.
L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme se retrouve exactement dans les premières et quatrièmes maximes de la section pour la sûreté de la propriété. C'est dans cette même section que Condorcet place deux maximes sur les impôts. La maxime 2 exclut tout autre impôt que ceux qui sont nécessaires à la sûreté, à la tranquillité et à la propriété, la prospérité commune. Là où l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. » Cette fois-ci, Condorcet évite toutes les expressions qui feraient penser à la doctrine physiocratique. Ainsi, il ne justifie plus l'impôt par le fait que c'est presque uniquement à la conservation de la propriété que les dépenses publiques sont consacrées. Dans la maxime suivante, les revendications physiocratiques apparaissent en sourdine. Il écrit « Tout impôt dont la perception entraîne soit des atteintes aux droits des hommes ci-dessus énoncés, soit même seulement des frais inutiles, ou enfin qui n'est pas proportionnellement réparti, est injuste, par quelque autorité qu'il ait pu être établi. » Alors s'il demande un impôt proportionnellement réparti, il ne précise pas un impôt direct proportionnel au produit net. Mais s'il ne demande plus un impôt territorial à l'exclusion de tout autre, en particulier des impôts indirects, il souligne l'injustice de tels impôts. Pourtant, on reconnaît aussi, dans cet article, les trois conditions nécessaires de l'imposition énoncées par Mirabeau. Un impôt sur le produit net, proportionnel et sans frais de perception. Alors pourquoi je dis que dans cet article où Condorcet ne cite pas explicitement le produit net, en fait il pense à un impôt sur le produit net, parce que quand on regarde l'argumentation physiocratique, on sait que le seul impôt qui n'entraîne pas d'atteinte aux droits des hommes est l'impôt sur le produit net. Donc c'est assez subtil cette façon de ne pas dire les choses, mais de les dire quand même, ou de les dire sans les dire. Sauf qu'il faut avoir lu effectivement d'autres argumentations des physiocrates pour en fait comprendre qu'un tel article est un article qui est sous-entendu. Et typiquement, je pense que Condorcet a évolué, on voit dans ce qu'il écrit, qu'il y a un moment où il écrit franchement les choses, puis après il y a un moment où on peut dire qu'il les sous-entend. Sauf que si on n'éclaire pas ça par la physiocratie, effectivement on pourra dire qu'il ne le sous-entend pas. Voilà. Donc, parce que, en fait, quand on regarde ce qu'il écrivait en 1787 dans les lettres d'un bourgeois de New Haven, il écrivait « Je croirais très important pour la liberté, comme pour la prospérité de l'État, que l'on décida irrévocablement que le seul impôt qui puisse être juste et qui ne renferme aucune violation du droit naturel est un impôt levé directement sur les terres et proportionnel à leur produit net. » Et là, on voit bien nettement, il dit qui ne renferme aucune violation du droit naturel. Donc les autres impôts renferment une quelconque violation du droit naturel. Je ne sais pas laquelle, mais c'est ce qu'il dit dans ce texte. L'articulation entre les deux maximes sur l'impôt de la seconde déclaration nous est donnée par Condorcet lui-même dans l'essai sur la Constitution et les fonctions des assemblées provinciales. Alors je vais vous lire cette argumentation. L'impôt cesse d'être légitime s'il excède les sommes nécessaires pour la défense de l'État, pour le maintien de la tranquillité et de la sûreté des citoyens, pour les travaux et les établissements réellement utiles à la prospérité commune. Il cesse d'être juste toutes les fois qu'il n'est pas réparti avec égalité, c'est-à-dire suivant une proportion conforme à la justice et réglée par une loi générale, toutes les fois, enfin, que la forme sous laquelle il se perçoit entraîne la violation de quelque droit naturel de l'homme. De la première de ces conditions résulte l'injustice rigoureuse de tout impôt qui, par sa nature, entraîne des frais de perception inutiles, puisqu'un tel impôt se trouve, par cette seule raison, au-dessus de ce qu'exigent les besoins réels, et que cet excédent est employé d'une manière dont il ne revient aucune utilité à ceux qui le payent. En fait, c'est toujours le même raisonnement. Le seul impôt qui n'occasionne pas de frais inutiles, c'est l'impôt territorial. Donc c'est le seul impôt qui est juste et qui ne viole pas les droits naturels. Et donc, dans ce raisonnement cyclique, à chaque fois que Condorcet écrit, même s'il ne dit pas tout le temps son argumentation, en rassemblant l'ensemble des textes, on a de toute façon ce raisonnement cyclique qui revient perpétuellement. La section pour la liberté de la propriété résume brièvement toute la division 1 de la section 4 de la première déclaration en une seule maxime. Condorcet s'est abstenu de tout développement conséquent, mais retient la liberté indéfinie qui contient en elle-même tout le détail des mesures préconisées par Condorcet dans la première déclaration.
Enfin, dans la section pour le droit d'égalité naturelle, la première maxime revient sur le droit de cité, et là, Condorcet n'émet plus aucune réserve sur ce droit. C'est la majeure évolution de cette déclaration par rapport à l'autre. Pourtant, celle-ci n'est pas mentionnée dans le projet de déclaration des droits contenu dans le cahier de doléances de la noblesse de Mantes et de Melun. Toutefois, dans la deuxième déclaration est réaffirmée la liberté de choisir sa résidence soit dans l'État, soit hors de l'État. Et enfin, dans le projet de déclaration du cahier de doléances, il est mentionné plus faiblement la liberté naturelle de choisir son domicile. Voilà, donc je vais conclure cet exposé. Condorcet est l'auteur d'une déclaration des droits qu'on peut qualifier de franchement physiocratique. Elle l'est à double titre, car non seulement Condorcet y a inclus toutes les revendications de la physiocratie, mais aussi il les a exprimées dans les mêmes termes que les physiocrates. À côté des droits politiques accordés aux citoyens, comme on les trouve dans la Déclaration des droits de 1789. Condorcet consacrait une grande part à la liberté des propriétés, au sens des physiocrates, et à la liberté économique. Instruit de l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, il a proposé une déclaration des droits remplaçant avantageusement le despotisme légal, pour garantir l'ordre le plus avantageux au genre humain. Dans une seconde déclaration des droits, Condorcet abandonne toutes les justifications des physiocrates sans pour autant renoncer à leur programme, énoncé de façon beaucoup moins appuyée. Cet aspect physiocratique n'a pas été retenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne le sera pas non plus dans le projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes précédant la Constitution dite girondine, à laquelle Condorcet a beaucoup contribué. Ainsi, instruit des débats constitutionnels, Condorcet a renoncé à développer dans une déclaration des droits ce qu'il avait défendu dans tous ses écrits depuis le ministère de Turgot en 1774.